Voilà, là, l'enregistrement, est-ce que ça a débuté? Super, parfait. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du coup bio et biodiversité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Léa Nora, je suis chargée de mission chez Aprobio au pôle entreprises et filières. Aprobio, qui sommes-nous? Nous sommes donc une association de promotion de l'agriculture biologique dans les Hauts-de-France. Donc, on est vraiment une association régionale et on accompagne des collectivités, mais aussi des entreprises pour introduire justement plus de bio dans leurs pratiques et dans leurs procédés au quotidien. Ce webinaire que nous organisons aujourd'hui a lieu dans le cadre de l'accompagnement collectif que nous effectuons auprès d'entreprises toute l'année et surtout des entreprises régionales. Alors, pourquoi cette thématique de la biodiversité? Je vais juste couper les micros pour les personnes qui viennent d'entrer. Voilà, super. Donc, pourquoi cette thématique, je disais, de la biodiversité? On parle de plus en plus, je pense que vous pouvez le voir si vous lisez les journaux, même si vous regardez la télé de temps en temps, on parle beaucoup d'effondrement de la biodiversité, notamment pour les populations d'insectes et d'oiseaux. C'est un vrai sujet d'actualité. L'année dernière, il y a eu la COP 15, donc la conférence des parties, qui portait justement sur la biodiversité et qui a réuni l'ensemble des pays des Nations Unies pour parler de cette thématique. Ça a eu lieu l'année dernière en Chine. Il y a aussi des nouvelles négociations qui sont en cours là cette année 2022. Plus proche de nous, en France, il y a le gouvernement qui a publié sa stratégie sur la biodiversité, justement, une stratégie nationale pour la biodiversité il y a 2 mois, en mars. Et c'est la troisième qui est publiée. La première, elle a été en 2004. Donc c'est une thématique qui est quand même plutôt dans l'air du temps, mais dont le monde de la bio a peut-être un peu de mal à s'emparer. Et notamment, on en parle pas mal dans le secteur agricole, mais encore assez peu pour les entreprises et les acteurs de l'aval. Donc l'année dernière, en juin dernier, j'ai eu la chance d'assister à une conférence organisée par le Synabio, donc avec Mathilde, ici présente aujourd'hui, que je laisserai se présenter après, qui présentait donc un guide méthodologique sur comment les entreprises de l'aval peuvent agir en faveur de la biodiversité. Et donc moi, j'ai été très inspirée par cette démarche et je pensais qu'il serait utile d'en faire bénéficier les membres de notre réseau. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Je vais tout d'abord laisser la parole à Lou d'Angreville, qui est chef du service de l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France. Donc, je te laisserai aussi, Lou, présenter un peu plus la structure pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Lou va nous partager ses connaissances justement sur l'état de la biodiversité, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau régional, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir des données un petit peu plus proches de nous et des entreprises du territoire. Et puis, après cette belle entrée en matière, je vais donner la parole à Mathilde, qui est donc responsable RSE du Synabio et qui va nous livrer les recommandations du guide méthodologique sorti il y a 1 an, rédigé par le Synabio sur justement comment comprendre et préserver cette biodiversité dans les chaînes de valeur de la bio. Donc on aura vraiment le temps nécessaire pour des questions après chaque partie, donc après ces 2 temps. Ce que je vous encourage à faire peut-être, c'est de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et moi, je les regrouperai à la fin et comme ça, on pourra les poser à nos intervenantes. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Lou. Je te laisse partager aussi ton diaporama. Voilà. Ah, ton micro est coupé. Oui, voilà. Donc, je disais bonjour à tous. Voilà, je suis ravie d'être présent avec vous. J'ai été ravie de recevoir l'invitation puisque c'est vrai que voilà, l'Observatoire, il a vocation à diffuser de la donnée environnementale à toutes les échelles et à tout type de public, mais c'est vrai qu'on a tendance voilà, à beaucoup discuter entre naturalistes, entre personnes déjà ultra sensibilisées, et que donc finalement, on diffuse nos données qu'à un public déjà averti et déjà conquis. Donc je trouve ça très intéressant et très riche finalement que l'Observatoire s'exporte dans d'autres domaines et qu'on puisse communiquer voilà, à travers par différents moyens sur ce qu'on fait, sur ce que vous faites, parce que voilà, j'ai découvert le document Synabio que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, je suis ravie d'être là. Je finis, voilà, je vais me présenter, je vais partager mon document. Excusez-moi si, voilà, normalement c'est bon, dites-moi. Alors, diap... attendez. Hop. Oui, Est-ce que ça c'est marche chez bon. vous? Oui, oui, on le voit bien. Tu peux juste le mettre en plein écran, je pense, pour que... C'est ce que j'ai.
J'essaye. Bah alors, tout à l'heure, ça a marché du premier coup. Là, je n'y arrive pas. C'est vrai, c'est vrai. Ah, voilà. Voilà. Ah donc je suis, comme l'a dit Léa, Lou d'Angreville, donc chef du service observatoire de la biodiversité. Et je vais vous présenter très très rapidement ce que c'est que l'observatoire. Donc déjà, en amont, voilà, l'observatoire, c'est de très nombreux partenaires, puisque voilà, nous avons vocation à faire des bilans, des états des lieux de la biodiversité à l'échelle de la région, et que pour obtenir des bilans, finalement, il faut s'allier à un certain nombre de partenaires pour obtenir de la donnée. Donc l'observatoire est vraiment un outil partagé de toutes ces structures, et j'en oublie certainement un grand nombre. Donc c'est un outil où finalement on récupère l'information et qu'on retraduit pour la diffuser. Cette structure a été voulue, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, par la gouvernance régionale pour la biodiversité, donc qui regroupe à la fois l'ADREAL, le Conseil régional, les 2 agences de l'eau, mais aussi l'Office français de la biodiversité, donc qui nous pilote, qui nous donne nos stratégies d'action. Donc voilà, l'observatoire, c'est un peu tout ça. Nos missions principales, c'est, je l'ai déjà dit au préalable, c'est de dresser et diffuser un état des lieux de la santé à l'échelle régionale. C'est d'outiller les territoires pour la réalisation de leurs propres diagnostics également, c'est-à-dire que non seulement on fait des états des lieux à l'échelle régionale, mais on essaye de descendre d'échelle, puisqu'il n'y a pas la même dynamique biodiversité, que ce soit à Lille ou dans l'Avesnois ou dans l'Oise. Voilà, on assiste à différents phénomènes. Et donc, on essaye de descendre à des échelles différentes pour répondre aux enjeux qui se passent sur les territoires. Mais c'est aussi équiper les acteurs de l'environnement, les équipes éducatives de support pour permettre l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on sort des documents qui sont ultra scientifiques et qui sont vraiment à destination des acteurs de l'environnement, mais on sort aussi des documents qui ont vocation à être diffusés dans les écoles, à être diffusés auprès du grand public, avec des informations très simplifiées et très parlantes surtout, puisque c'est vrai que voilà, le langage dans nos publications scientifiques n'est pas forcément accessible à tous. C'est aussi l'observatoire, et c'est une mission primordiale, c'est de valoriser les travaux et les actions des autres acteurs de l'environnement. C'est-à-dire qu'au travers de nos publications, au travers de nos 2 sites internet, donc Observatoire de la biodiversité et Patrimoine naturel des Hauts-de-France, on valorise un peu tout ce qui est fait sur le territoire par les différents acteurs en charge de la biodiversité. Il faut savoir aussi qu'on contribue aux stratégies régionales environnementales, c'est-à-dire qu'on outille finalement les décideurs d'un certain nombre d'états des lieux pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Ça permet de savoir et d'orienter les différentes stratégies régionales. Et voilà, et on fait tout un tas d'autres choses, mais les principales missions, c'est bien ça. Donc là, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc sur un état des lieux de la biodiversité au niveau national et régional. Voilà, je vous préviens juste, c'est un petit peu déprimant. Voilà. Mais bon, voilà, il a fallu synthétiser tout ça. Et même moi qui ai une très bonne connaissance de l'état de la biodiversité à l'échelle régionale et nationale, voilà, c'est un petit peu pesant, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir agir, justement. Et donc, c'est important de connaître et on ne protège bien que ce qu'on connaît bien, finalement. Et donc, voilà, c'est important d'avoir ce temps d'information. Déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que la biodiversité? Alors, ce mot est sur toutes les lèvres, c'est-à-dire que voilà, tout le monde emploie le mot biodiversité. C'est en fait finalement, tout le monde a raison, c'est-à-dire que la biodiversité, c'est tous les êtres vivants avec lesquels nous vivons sur cette planète. Mais c'est aussi tous les milieux naturels qui les entourent et qui les abritent. Mais ce que les gens savent moins, c'est que la biodiversité, c'est aussi à l'échelle du génome, de l'ADN des individus. C'est-à-dire que un pissenlit est unique par rapport à son voisin, comme un être humain est unique par rapport à son voisin. Et chaque, finalement, individu d'une espèce, que ce soit oiseau, insecte, humain, etc., est unique en son genre et porte en fait une richesse, un patrimoine génétique qui lui est propre et qui lui permet de résister aux différentes pressions que l'environnement exerce. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une espèce s'éteint, finalement, on perd la possibilité d'avoir une résistance à un certain nombre de pressions. Donc voilà, la biodiversité, c'est ça. Elle est faite de rouge-gorge, de renards, de dunes et de forêts, mais aussi de gènes, tout simplement. La biodiversité, ça sert à quoi? Alors, cette notion fait un peu débat, les services écosystémiques, puisque c'est attribuer une valeur finalement aux services que nous rend la biodiversité.
C'est une théorie économique, mais qui est réelle, qui est basée sur des chiffres et qui est intéressante, même si c'est un patrimoine naturel pour lequel qu'il faut préserver au-delà de sa valeur. Il est important de savoir aussi ce qu'on perd et ce qu'on y gagne. Donc, les services écosystémiques, la biodiversité nous sert à tout un tas de choses, et même finalement des choses qu'on oublie, c'est-à-dire que c'est pas juste la balade du dimanche en forêt, c'est aussi essentiel pour se nourrir, c'est aussi essentiel finalement pour la régulation du climat, la régulation de l'eau. Il faut savoir que par exemple, les zones humides sont des très bonnes centrales, enfin des très bons régulateurs des inondations, de la pollution, etc. Donc à chaque milieu qui disparaît finalement, c'est un service gratuit que la nature nous rend qui disparaît et que ça nous coûte plus cher d'équiper pour remplacer ce service qui a été détruit. Donc ça peut être aussi, c'est l'eau douce, c'est notre pharmacie aussi. La biodiversité, c'est notre pharmacie et chaque espèce qui s'éteint, finalement, c'est un potentiel pour nous guérir qui disparaît. Donc voilà un petit peu. On parle de sixième extinction de masse. Donc, un peu comme le terme biodiversité, j'ai voulu un peu rappeler ce que c'était qu'une extinction de masse. Donc, c'est une crise biologique ou une extinction de masse. C'est une disparition rapide et massive d'espèces. Elle doit remplir 3 critères. Une durée relativement brève à l'échelle des temps géologiques. Alors, quand on dit brève à l'échelle des temps géologiques, c'est pas bref sur un temps politique. C'est pas 5 ans, 7 ans. Voilà, c'est une centaine d'années ou plus. C'est une répartition géographique mondiale et c'est une importante chute de la biodiversité. C'est ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est-à-dire que l'érosion n'a jamais été aussi forte depuis la dernière extinction, et la dernière extinction, c'est celle des dinosaures au Crétacé. C'est-à-dire qu'elle a une ampleur, une vitesse et une répartition géographique qui n'a jamais été observée depuis. Donc on est vraiment entré dans une 6e extinction de masse de la biodiversité. Je voulais vous remettre quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer avec, juste pour vous dire que voilà, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'il y a 897 espèces éteintes dans le monde depuis 1500 ans, depuis l'an 1500, pardon, excusez-moi, soit 0,4% des espèces connues. Or, il faut savoir, c'est-à-dire que ce chiffre-là n'est que sur les espèces connues. Cette estimation n'a été faite que sur 7% de la biodiversité totale planétaire. C'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, si on essaye d'y inclure tout ce qu'on ne connaît pas, c'est plus de 200 000 espèces qui se sont éteintes sur les 500 dernières années. Or, on communique globalement que sur les 0,04%. Donc, il y a une méconnaissance qui est énorme de la biodiversité et qu'il faut prendre en compte. Les espèces les plus menacées sont les amphibiens, les oiseaux et les mammifères. Il y a effectivement tout ce qui est récifs coralliens et les requins, mais voilà, c'est vraiment les amphibiens qui payent le plus lourd tribut des pressions qu'on peut exercer sur la biodiversité. Les limites planétaires, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, on en a franchi 2 là depuis janvier 2022. C'est important de le savoir, c'est une estimation de... les scientifiques ont estimé qu'il y avait 9 limites planétaires à ne pas dépasser avant un basculement finalement de l'intégralité des écosystèmes sur la Terre, avant un changement irrémédiable. On en a déjà passé 6 ces dernières années, dont la dernière, c'est l'eau douce. Donc, il y a 6 limites qui ont été franchies. C'est le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, l'introduction de nouvelles substances et le plastique, par exemple, dans les écosystèmes. Le plastique, par exemple, en 15 ans, c'est plus de 79% de plastique qui ont été introduits dans les milieux naturels. Et le dernier, c'est l'eau douce. C'est finalement, on a tellement perturbé le fonctionnement des sols que les sols ne seront plus aptes à stocker l'eau. Et donc, tout le cycle de l'eau douce est perturbé. Voilà, on voit les conséquences à l'heure actuelle, entre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et les problèmes de sécheresse. On voit à l'heure actuelle les conséquences finalement de ce dépassement des limites planétaires. Il reste 3 limites à ne pas franchir, a priori. Donc, l'acidification des océans.
Mais voilà, pour pas vous cacher, on y va droit. Enfin, on y va. Tous les ans, ça augmente très rapidement. La dégradation de la couche d'ozone, qui, elle, semble a priori relativement préservée à l'heure actuelle, et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Je passe à la suite. Donc voilà, je vous ai dressé un peu un portrait au niveau mondial, au niveau national, où on en était concernant l'extinction de masse, etc. Là, je vais vous parler un peu des causes naturelles qui peuvent expliquer la disparition des espèces et des milieux naturels. La première cause d'érosion de la biodiversité, c'est la destruction et la fragmentation des milieux naturels liées aux infrastructures de transport, à l'urbanisation toujours croissante. Je vous montrerai des chiffres après, vous allez voir, c'est assez impressionnant. À la surexploitation des espèces ou des milieux. Là, j'ai mis qu'espèces, mais c'est la même chose, c'est surexploitation des espèces et des milieux. À la pollution, aux diverses pollutions, l'eau, le sol, l'air, lumineuse. On peut en rajouter tout un tas d'autres, hein, puisque ça se contente pas de ces trois compartiments-là. Le changement climatique, qui finalement met des espèces qui subissent déjà d'énormes pressions, voient leurs conditions de vie changer et donc ils s'éteignent. Et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Je me suis dit que c'était intéressant, on parlait de services écosystémiques, il y a tout un tas d'études qui sont en train de sortir sur ce que coûte l'érosion de la biodiversité finalement par an au monde, au niveau national et au niveau régional. J'ai quelques chiffres au niveau régional aussi. Voilà, combien les services qui disparaissent nous coûtent finalement, combien il faut compenser pour qu'on puisse avoir les mêmes services au niveau technique. Donc l'érosion de la biodiversité coûte entre 1 350 et 3 100 milliards d'euros par an. L'estimation du coût de l'inaction, c'est 13 milliards entre l'an 2000 et 2050, soit 7% du PIB mondial par an. Et voilà, je me suis dit agriculture et ce chiffre-là, ça collait plutôt pas mal. Le service de pollinisation, c'est-à-dire ce qui nous sert finalement à nous alimenter, utilisé directement pour l'alimentation humaine, était estimé à près de 153 milliards d'euros par an. Pour la première fois ces dernières années, il y a le Forum économique mondial qui désigne le déclin de la biodiversité comme une des principales menaces pour l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt finalement à faire autrement pour faire de la biodiversité notre allié. Ça nous coûtera finalement moins cher. Et pour la France, donc voilà. Donc j'ai repris un peu les conséquences, les causes de destruction de la biodiversité. Comme je vous l'ai dit, la première cause, c'est l'artificialisation. Il faut savoir que par an, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît sous le béton. Donc, ça va être l'extension des villes, ça va être la création d'infrastructures de commerce, de transport, etc. Et que c'est vraiment la première cause de disparition, c'est-à-dire que ça va grignoter non seulement les milieux naturels, mais pour la plus grosse partie des champs. Les milieux agricoles sont mangés. C'est le premier milieu qui est en perte sous le béton. Il faut savoir qu'au-delà de la perte de biodiversité, il y a un vrai enjeu sur le fait de préserver nos terres agricoles, surtout à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, parce qu'on a on fait partie des terres les plus riches d'Europe. Il y a un vrai enjeu sur la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on voit par exemple que l'Inde, deuxième exportateur de blé au monde, est en train de fermer les exportations à cause d'un risque de famine au sein de son pays. C'est-à-dire qu'il va falloir être de plus en plus producteur de sa propre nourriture. Et donc, il y a un vrai enjeu sur l'arrêt de la bétonisation des terres agricoles, au-delà de la biodiversité. La surexploitation. Alors ça, tout le monde en parle. Le jour du dépassement, il faut savoir que pour la France, le jour du dépassement, c'était en mai. Chaque année de plus en plus tôt. Là, pour la planète, c'est le 22 août. Donc vous voyez, sur le schéma, les dates au fur et à mesure des années, comment elles ont avancé dans l'année. Si on consommait, si tout le monde consommait de la même manière que les Français, c'est 2,9 planètes qu'il nous faudrait pour survivre un an. Donc voilà, c'est finalement ce qui sauve et ce qui fait que la date est beaucoup plus tardive au niveau mondial, c'est les pays en voie
en voie de développement, qui consomment beaucoup moins d'eau, de terre, etc. que nous. Mais sinon, voilà, si on était tous français, ce serait 2,9 planètes par an. Pour les Américains, c'est 4, je crois. Donc voilà. Les pollutions. Donc là, je vous ai fait un peu un melting pot des pollutions. Très rapidement, il faut savoir. Alors, j'ai mis la pollution lumineuse parce qu'on en parle beaucoup moins. Mais il faut savoir que la pollution lumineuse a un impact fort sur la biodiversité, notamment sur les espèces, sur le développement, sur la reproduction, sur la nourriture, mais aussi sur les plantes, ce qu'on sait moins. C'est-à-dire que l'éclairage urbain peut nuire au développement des plantes. On peut voir que le territoire, en tout cas les Hauts-de-France, Paris, la région PACA est fortement, et l'Est, fortement impacté. Voilà, il y a des mesures qui sont prises tout doucement pour amoindrir ces effets-là. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous faire prendre conscience qu'au-delà de la pollution de l'air, du sol et de l'eau, il y avait aussi cette pollution-là à prendre en compte. Une des choses, alors je suppose que surtout dans votre filière, tout le monde en a entendu parler, les phytosanitaires, qui sont un réel problème. C'est-à-dire que là, pour être sincère, on a beaucoup de mal en tant qu'observatoire à avoir de la donnée entre biodiversité et agriculture. Donc, on se base globalement sur des chiffres internationaux ou nationaux, mais à l'échelle de la région, on a beaucoup de mal à suivre l'état de la biodiversité, notamment des insectes. En Allemagne, ils ont fait tout un tas d'études, mais c'est vrai que ces études-là n'existent pas à l'échelle française. Donc, on peut regarder les faisceaux extérieurs, mais on ne sait pas encore l'impact réel, on ne sait pas dénombrer la perte de pollinisation à l'échelle de la région et à l'échelle nationale. Il faut savoir que la principale cause finalement de disparition des insectes, notamment, c'est les produits phytosanitaires. Mais qui dit insecte dit oiseau, hein, parce que tous les oiseaux mangent des insectes et les disparitions d'insectes font disparaître les oiseaux, et ainsi de suite. Hein. Enfin, voilà, la chaîne alimentaire classique. Il faut savoir que malgré les plans éco-phyto, finalement, la consommation de phytosanitaires continue à augmenter régulièrement sur le territoire. Les espèces exotiques envahissantes en France, donc voilà, celle que tout le monde connaît le plus, c'est le frelon asiatique. Qui finalement, alors l'arrivée de nouvelles espèces, on pourrait le voir sous un bon œil en disant ah bah pourquoi pas, ça va venir enrichir finalement notre richesse spécifique à l'échelle de nos territoires, mais non en fait, elle remplace les espèces déjà existantes. Le frelon asiatique est extrêmement dangereux pour nos pollinisateurs notamment, mais c'est aussi un danger pour la santé humaine. Puisqu'il y a des espèces telles que la berce du Caucase qui sont dangereuses, c'est-à-dire que la sève peut provoquer des brûlures au 2e degré. Il y a de plus en plus de plantes allergènes. Les espèces exotiques envahissantes aussi, ça va être la remontée de certaines espèces de moustiques porteurs de maladies. Voilà, il y a un vrai enjeu sur les espèces exotiques envahissantes. Au-delà de la perte de biodiversité qu'elles entraînent, c'est de la santé humaine dont il est question. Il faut savoir que la gestion des espèces exotiques envahissantes, on parle toujours en milliards d'euros, c'est 1300 milliards d'euros par an à l'échelle du monde. Le changement climatique, donc voilà, c'est un peu pareil, un résumé de ce qu'on peut trouver au niveau national. En moyenne, les oiseaux migrateurs arrivent 6 jours plus tôt, entre 1989 et 2017. C'est énorme. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on arrive à voir un vrai décalage dans leur date d'arrivée. Ce qui nous prouve finalement le changement climatique, ça, il n'y a pas photo. C'est 2,5 jours de gel annuel par décennie en moins. Donc pareil, c'est énorme. Ça, c'est les conséquences, les impacts déjà visibles et à venir d'ici 2050. Donc c'est un risque de submersion et d'inondation qui est largement supérieur. C'est une élévation de la température en moyenne de 1,5 degré, sachant que dans certaines régions, c'est beaucoup plus. C'est un niveau d'enneigement qui est moindre. Et c'est un rendement des cultures qui va être moindre aussi, puisqu'on manquera d'eau. On sera dans des zones, finalement, où il sera difficile de cultiver dans certaines régions françaises. Il faut savoir que la France, alors, la France métropolitaine, non, mais la France, avec tous ses dom-toms, figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Donc, il faut savoir qu'au total,
c'est 17% de la faune nationale qui est directement menacée, donc qui est en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable. C'est 2% d'espèces disparues ou éteintes, déjà à l'heure actuelle. Là, c'est un peu la répartition selon certains taxons, sachant encore une fois qu'on a estimé qu'un petit pourcentage du nombre d'espèces qui sont présents à l'échelle nationale. On peut voir, comme je vous l'avais dit, que c'est les amphibiens, les oiseaux nicheurs qui finalement paient le plus lourd tribut de ces différentes pressions exercées sur le territoire. Je parle beaucoup de connaissance parce que la connaissance est fondamentale, c'est-à-dire qu'elle nous permet de protéger les espèces, elle nous permet d'identifier celles qui sont le plus menacées et d'orienter les actions. Donc, c'est primordial d'avoir une bonne connaissance. Là, par exemple, vous pouvez voir sur requins, raies et chimères, en haut à 13%, tout ce qui est en gris, ça veut dire qu'on ne connaît pas le statut de conservation de ces espèces-là. Donc voilà, pareil pour les crustacés d'eau douce, où il y a une large méconnaissance, et on pourrait faire la même chose pour les insectes. Un indicateur qui est toujours assez frappant et qu'on voudrait avoir à l'échelle des Hauts-de-France, c'est le stock, c'est le suivi temporel des oiseaux communs et qui nous donne finalement un bon état des lieux de comment se portent les différents milieux à l'échelle française. Là, vous pouvez voir, grosso modo, en fait, les oiseaux sont catégorisés selon les milieux dans lesquels ils habitent, les généralistes, les milieux forestiers, les milieux bâtis et agricoles. On peut voir que, et c'est la même chose dans toutes les régions, puisque même si on n'a pas ce graphique-là à l'échelle des Hauts-de-France, on peut voir les tendances. Les oiseaux qui s'effondrent le plus, quasiment moins 30%, c'est ceux du milieu agricole. Et on peut faire correspondre, alors ça, ce sont des chiffres officiels qui viennent de l'Observatoire national de la biodiversité, on peut faire correspondre cet effondrement, en tout cas une grande partie de cet effondrement, avec l'intensification des pratiques agricoles de ces dernières décennies, et plus particulièrement depuis 2008-2009, et une période qui correspond à la généralisation d'utilisation de pesticides tels que les néonicotinoïdes et les insecticides neurotoxiques, ainsi qu'à la fin des jachères. Donc voilà, c'est ce qui a provoqué l'effondrement des oiseaux agricoles, c'est vraiment ces pratiques-là. Pour les Hauts-de-France, alors il faut savoir que on a un territoire qui est relativement riche, c'est-à-dire qu'on a près de 30% des Hauts-de-France qui sont des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, c'est-à-dire des zones d'importance pour l'intégralité des cycles de vie des espèces, que ce soit pour la nourriture, la reproduction, etc. C'est des zones qui ne sont pas forcément protégées, mais c'est des zones qui ont été identifiées par des inventaires et qui nous permettent de savoir, voilà, les zones où on doit y faire plus attention. Les Hauts-de-France, c'est une diversité de milieux riches. Et comme je ne l'ai pas encore dit, mais il faut savoir que la biodiversité se plaît dans une mosaïque de paysages, c'est-à-dire que plus il y a de paysages différents, plus la mosaïque est diversifiée, plus il y a d'espèces. L'homme fait partie de la nature et l'homme entretient la biodiversité, c'est-à-dire que l'agriculture, quand il y a moindre pesticides et moindre fragmentation et moindre intensification, et favorise la biodiversité, est créatrice de biodiversité et de milieux naturels fondamentaux pour les espèces. Voilà ce que je tenais à dire. Là, ce sont des photos que vous pouvez retrouver dans nos publications et qui résument grosso modo les 15 milieux naturels qu'on peut retrouver dans les Hauts-de-France. Voilà un peu la richesse spécifique. Donc la richesse spécifique, ça va être le nombre d'espèces qu'on va trouver dans la région par rapport au nombre national. On peut voir que sur les oiseaux nicheurs, on est à 60% d'oiseaux nicheurs qui sont présents à l'échelle de notre territoire. On peut voir que pour les mammifères terrestres, c'est 57%, pour les chauves-souris, 62%, etc. L'important n'est pas forcément le chiffre, mais l'important est de voir que, voilà, à l'échelle de la région, on abrite une large richesse spécifique et qu'il est important de préserver. Là, c'est les menaces qui pèsent sur ces différentes espèces. Donc, je vous ai présenté la richesse spécifique. Il faut savoir que pour les mammifères, c'est 3 espèces disparues au cours du siècle dernier. Alors, bon, sur certaines, on peut commencer à discuter. Le loup a été observé pas très loin de notre territoire, donc potentiellement, il est peut-être de nouveau présent. La loutre et le vison d'Europe ont complètement disparu de nos territoires. Le chat forestier, qui était avant largement présent, est en train de disparaître. Les oiseaux nicheurs, c'est l'un des groupes qui disparaît le plus rapidement. C'est-à-dire que même si on voit qu'il n'y a qu'une espèce qui a disparu, c'est toutes les populations, même les plus
communes qui sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire que les politiques de conservation ont bien eu leur effet, dans le sens où, à partir du moment où une espèce est protégée, on arrive à la maintenir. Mais là, c'est la biodiversité ordinaire qui s'effondre, avec notamment la disparition des hirondelles, des moineaux, dont les populations sont littéralement en train de s'effondrer. On a des réductions d'effectifs ultra alarmants sur des oiseaux des milieux agricoles tels que la louette des champs ou la linotte mélodieuse. Sur tous les autres taxons que l'on connaît, encore une fois, il y a une méconnaissance qui est large, c'est une espèce d'orthoptère qui a disparu, et c'est 12 espèces de papillons de jour qui ont disparu. Il faut savoir que nous, au sein du milieu naturaliste, on dit que c'est une espèce de papillon qui disparaît tous les 5 ans à l'échelle du territoire des Hauts-de-France. C'est vrai qu'on a beaucoup conscience finalement de la disparition du panda et autres espèces à l'échelle mondiale, mais on ne se rend pas forcément compte qu'à l'échelle de nos jardins, de nos territoires, c'est des espèces qui disparaissent tous les ans ou tous les 5 ans pour les papillons. Pour la flore, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que là, on est à plus d'une espèce par an qui disparaît, et c'est largement des espèces, ce qu'on appelle des espèces de plantes messicoles qui disparaissent. Donc le bleuet, le coquelicot, voilà, ça relève un peu du miracle finalement au cours de nos balades de croiser encore un bleuet. Et donc elles sont en train de disparaître tout simplement de notre territoire. Donc là, c'est pareil, amphibien, les poissons d'eau douce et amphihalins. Tout ça pour dire que sur notre territoire, voilà, il y a un certain nombre de poissons amphihalins. Donc les poissons amphihalins, ça va être les poissons tels que... c'est des poissons qui vont, selon leur cycle de vie, selon le mode de reproduction, vont être soit marins, soit d'eau douce. Il faut savoir que le territoire abrite un grand nombre, tel que le saumon, un grand nombre d'espèces amphihalines. Et là, pour une fois, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que grâce à un certain nombre d'actions, les poissons d'eau douce et amphihalins reviennent dans nos rivières. L'occupation du sol. Alors, pour faire ces bilans, il nous faut toujours une étude du territoire et savoir comment il se compose. Il faut savoir que la région de France est à la fois plus artificialisée, moins boisée et plus cultivée que la moyenne nationale. C'est pareil, on est sur, sur l'artificialisation, on est sur les mêmes proportions qu'au niveau national, c'est-à-dire que c'est la ville de Douai qui disparaît sous le béton chaque année dans les Hauts-de-France. Comme je vous l'ai dit sur un autre graphique, il y a un vrai enjeu de sécurité alimentaire et de biodiversité, puisque c'est 1700 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Les pollutions. Donc, il faut savoir que dans les Hauts-de-France, on a aussi énormément de problèmes de pollution. Il n'y a que 28% des tronçons de cours d'eau qui sont évalués, classés en bon état, et aucun en très bon état. Il y en a même 23% des tronçons de cours d'eau qui sont déclassés en très mauvais et en médiocre. Donc voilà, ça aussi, ça impacte forcément la biodiversité et puis finalement notre santé également. Là, c'est sur l'état chimique, donc c'est la présence de polluants. On peut voir que 81% des tronçons d'eau évalués sont déclassés en mauvais état. Et là, c'est principalement dû alors, au HAP, alors je n'arriverai jamais à le redire, des hydrocycliques, arômes polycycliques, enfin bref, c'est lié forcément aux hydrocarbures notamment. Les espèces exotiques envahissantes. Il faut savoir qu'on a 40 espèces exotiques envahissantes avérées au niveau de la flore à l'échelle de la région. Donc on va retrouver la balsamine géante, l'arbre à papillons, qui est encore largement vendu chez les pépiniéristes. Le robinier faux acacia aussi, qui est largement vendu, sauf que voilà, elles ont un impact sur la biodiversité régionale. Vous pouvez voir sur la carte, d'ailleurs, les zones rouges, c'est les zones où elles s'implantent le plus facilement. On peut identifier un certain nombre de cours d'eau, notamment, et de grandes villes. C'est des plantes qui prennent la place d'autres. Donc, s'il y a des plantations à faire, mieux vaut s'adresser à des revendeurs tels que Plantons le Décor qui vendent finalement des plantes locales et qui favorisent la biodiversité régionale. Sur la faune,
On est à 22 espèces exotiques envahissantes animales qui ont été recensées dans la région. Notamment, alors si vous êtes lillois, vous pouvez voir un certain nombre de perruches à collier qui envahissent nos parcs et jardins, pas seulement le lillois d'ailleurs, on commence à en voir partout. Elles ont un réel impact sur les oiseaux, puisqu'elles prennent des niches, ce qu'on appelle des niches écologiques, elles prennent la place d'autres espèces régionales. On peut y retrouver aussi des espèces telles que le rat musqué, qui également prend la place, prend d'autres niches écologiques. Alors, il a une jolie frimousse, pareil pour la perruche à collier, mais c'est vrai que ça fait énormément de dégâts, notamment pour le rat musqué, au milieu naturel, c'est-à-dire qu'il creuse toutes les berges et empêche le milieu d'être en bon état. La tortue de Floride, le classique, celle que beaucoup de gens ont acheté dans les années 90-2000 et ont relâché une fois que c'était devenu trop gros, qui envahissent les cours d'eau et les plans d'eau et qui finalement dévorent toutes les larves et tous les bébés et tous les alevins à sa disposition parce que c'est très carnassier. Le changement climatique, alors ça c'est grâce à l'Observatoire du climat qu'on a ces données-là, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à quantifier sur le territoire les changements qui s'opèrent. Et il faut savoir qu'entre 1956 et 2016, c'est plus 10 cm du niveau de la mer. Donc ça veut dire que globalement, on va être extrêmement touché sur le territoire par l'élévation du niveau de la mer. Il faut savoir aussi que c'est une modification des températures entre 1955 et 2017 de plus 1,5 degré, donc ça a déjà évolué. Comme je vous l'ai dit, en fait, la biodiversité nous rend un certain nombre de services écosystémiques. Et parmi ces services écosystémiques, il y a la régulation du climat. C'est-à-dire que la biodiversité nous permet d'avoir une meilleure résilience face aux divers phénomènes qui peuvent arriver. Et l'une des capacités, c'est la régulation du climat et de la composition atmosphérique. Il faut savoir que dans la région, en fait, on a très peu de milieux qui peuvent nous permettre de résister au changement climatique. C'est ce que la carte montre, en tout cas. On voit que clairement, c'est les écosystèmes forestiers ou prairiales qui nous permettent ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ceux qui occupent la majeure partie du territoire. L'aléa inondation. Tout comme la carte précédente, on parle de services écosystémiques, c'est-à-dire que la préservation de la biodiversité peut nous permettre d'atténuer les effets peut nous permettre d'atténuer les inondations. Le maintien des zones humides, le maintien des milieux naturels nous permet de réguler ça. Il faut savoir qu'en 50 ans, c'est 100% des communes qui ont déclaré un aléa inondation sur le territoire et que la fréquence de ces phénomènes va augmenter avec le temps et que donc il est vraiment primordial de conserver les milieux qui nous restent et même de les restaurer. Je vous disais que j'avais des chiffres régionaux sur le service de pollinisation et de dispersion des graines. Donc, seuls 30% des milieux présentent un potentiel moyen à haut pour l'accueil d'espèces favorables au processus de pollinisation. Il faut savoir que ce service-là est estimé sur les Hauts-de-France à 104 millions d'euros par an. C'est-à-dire que si les pollinisateurs disparaissent des champs, tout simplement, en fait, ça coûtera 104 millions d'euros pour essayer de remplacer, et encore moins bien, ce service-là. Je parlais des disparitions d'espèces pollinisatrices. Il faut savoir qu'il y a un milieu en agriculture qui est extrêmement intéressant pour les insectes et oiseaux, c'est les surfaces toujours en herbe, les STH, ce qu'on appelle les STH. Excusez-moi, il faut que je tousse. Donc, ça représente 14% de la surface agricole utile et 9% dans les Hauts-de-France seulement. Ça chute. C'est moins 54% depuis 1970. C'est les principales causes de la disparition de ces milieux. C'est la réaffectation des terres à d'autres pratiques agricoles. C'est l'artificialisation et c'est l'embroussaillement, c'est-à-dire l'abandon des surfaces toujours en herbe. Donc, c'est les prairies, les pâtures, etc. Il y a un certain nombre de politiques qui sont prises pour préserver cette biodiversité. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a de nombreux leviers. Je vais citer que quelques leviers. Il y a la protection réglementaire.
qui permet finalement de préserver certains espaces essentiels à la reproduction ou au nourrissage des espèces ou de certains milieux. Il faut savoir que les protections fortes représentent que 0,19% du territoire. Et pour des milieux particuliers, ça représente que 1,2% des zones à dominante humide, 1,1% des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et que c'est moins 1% du domaine public maritime. Donc ça représente très peu d'espace sur le territoire. Il y a d'autres moyens de protéger, bien sûr, et heureusement, c'est ce qu'on appelle de la gestion par contrat ou voilà, par pratique, par différentes pratiques. Et c'est notamment le rôle des parcs naturels régionaux qui, grâce à leur gestion et grâce à leur charte, permettent d'avoir, on va dire, une gestion économe de l'espace et d'avoir une gestion plus écologique que sur le reste du territoire. Les parcs naturels régionaux représentent 15% des Hauts-de-France. Après, il y a d'autres types de protection, telles que la protection foncière, c'est-à-dire l'achat de terre et la gestion écologique, notamment avec des bovins, des ovins, etc. Et ensuite, il y a Natura 2000 qui représente 4% des Hauts-de-France. Là, encore une fois, Natura 2000 n'a pas vocation, n'est pas un, comment on dit, n'est pas un lieu exempt de toute activité humaine. C'est juste, voilà, on essaye de raisonner et d'avoir une gestion le plus écologique possible des ressources présentes sur ces sites-là. L'agriculture bio, il faut savoir que c'est un des indicateurs de l'Observatoire national de la biodiversité sur l'amélioration de la biodiversité à l'échelle du pays. Donc, c'est suivi annuellement au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc, on suit voilà, l'évolution des terres affectées au bio chaque année. Il faut savoir, et ça, je crois que l'intervenante d'après le dira beaucoup mieux que moi, sur les terres agricoles en bio, il y a un pourcentage d'espèces qui est bien supérieur aux terres cultivées, on va dire, classiquement. Donc, c'est un vrai enjeu d'agrandir finalement les superficies qui sont en agribio. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien, c'est ce que je vous disais. Alors, les naturalistes de la région se sont organisés pour rassembler dans des bases de données centralisées l'ensemble des données disponibles sur la faune, la flore et la fonge, qui nous permettent, nous, observatoires, d'en tirer des indicateurs. Ces données-là s'obtiennent pas que par des scientifiques, il y a beaucoup de bénévoles, mais aussi par des sciences participatives. Donc voilà, je lance un message, j'invite tout le monde dès qu'il peut à aller explorer et à les comptabiliser. Il y a plein de programmes qui sont disponibles, notamment l'observation des oiseaux dans son jardin, l'observation des papillons, où on peut très facilement participer. Nous, ça nous aide à mieux connaître et à mieux prévenir finalement l'effondrement de la biodiversité. Voilà, je voulais finir aussi par ce qu'en pensent les Français. Je trouvais que c'était une enquête assez intéressante pour dire que finalement, c'est un enjeu qui commence à faire route auprès de la quasi-totalité des Français, puisque pour 3 Français sur 5, les mises en garde scientifiques sur le déclin de la biodiversité confirment la nécessité d'agir vite pour protéger la nature. Il y a quand même déjà plus d'un tiers des Français qui ressentent les conséquences de l'érosion de la biodiversité dans leur vie quotidienne. Ça veut dire que, au début, je disais oui, on a tendance à parler de la disparition du tigre, du panda, etc. Finalement, en fait, je me trompe, c'est déjà un tiers des Français qui se rendent compte qu'en fait, il y a moins d'insectes sur son pare-brise, il y a moins de papillons dans son jardin, et donc c'est important qu'il y ait cette prise de conscience-là. Et il y a 71% d'entre elles qui considèrent qu'il faut laisser la nature se développer, même si cela peut poser des problèmes pour les activités humaines. Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation de la phrase, puisque à partir du moment où on a un milieu naturel équilibré, voilà, ça ne pose pas forcément de problème. Voilà, au contraire, il faut s'en servir plutôt que de la considérer comme des nuisibles. Voilà, j'ai fini. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé et que ça a été compréhensif et pas trop dense. C'est une question que je m'étais posée. Merci beaucoup, Lou, pour ce... Ah, il y a un écho. Faut que tu coupes ton micro. Ouais.
Ah, super, merci. Oui, non, merci beaucoup pour ce panorama. Moi, je l'ai trouvé très intéressant et notamment sur les données régionales qu'on connaît souvent un petit peu moins bien, alors que c'est notre territoire, que les données nationales, voire internationales. Ce que je vous propose, c'est de prendre les remarques et les questions qui ont eu lieu là pendant ton intervention. Donc, on a une remarque d'Isabelle qui nous dit qu'il y a une loi qui arrive au niveau de la pollution lumineuse et que les enseignes de commerce devront être éteintes à partir de 22 heures. Alors, je ne sais pas si tu veux commenter peut-être ça. Ah non, mais tout à fait. Il y a une prise de conscience tout doucement qui se fait et c'est une bonne chose, effectivement, parce que je ne vois pas l'intérêt au-delà de 22 heures de conserver voilà, les enseignes lumineuses. Donc oui, oui, mais il y a pas mal de choses hein, qui se passent quand même. Enfin, je veux dire, même si j'ai dressé un portrait voilà, assez sombre, c'est un état des lieux à un instant T. Et c'est vrai que voilà, en 40 minutes, j'avais pas le temps non plus de dire tout ce qui se préparait. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent. On l'espère assez vite. La question de la rapidité aussi, de toutes ces choses qui vont se passer, on l'espère assez vite, mais en tout cas, effectivement, il y a un certain nombre de lois qui se préparent et qui vont, on l'espère, améliorer les choses. On avait ensuite une question de Benoît. Comment est portée la sensibilisation auprès des territoires et de leur public, les pros, jeunes, citoyens? Existe-t-il des territoires plus avancés dans les Hauts-de-France? Alors, la sensibilisation, elle est portée par un grand nombre d'acteurs naturalistes à différents niveaux. C'est-à-dire que là, par exemple, l'Observatoire, pour le moment, est hébergé au sein du Conservatoire botanique national de Bailleul, qui a un large service d'éducation à la nature. Ils s'adressent à plusieurs publics, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un grand nombre de scolaires au sein de leurs équipements. Il y a plusieurs types d'équipements, de jardins, plantes médicinales, les plantes sauvages, etc. Mais ils vont aussi se déplacer pour aller faire des chantiers dans les lycées, notamment pour végétaliser les lycées et y introduire de l'espèce végétale locale. Ils vont aussi faire des formations, c'est-à-dire qu'ils proposent tout un panel de formations accessibles à tout type. Alors, il y en a qui sont réservés à des professionnels, mais il y en a aussi à du grand public. De la formation pour, par exemple, de la taille de fruitier. C'est bête, hein, mais c'est en partenariat avec Planton Décor, par exemple, avec du végétal local. C'est comment les entretenir et comment favoriser la biodiversité en ayant un petit verger, ou etc. Après, il y a tout un tas d'associations qui portent le message au sein de notre région. Et on peut avoir, alors, on est plus densément peuplé, on est plus agricole et on est moins boisé, mais on est une des régions qui a le plus grand nombre d'acteurs environnement de France. On a une diversité des acteurs qui est très, très riche et qui propose plein de choses. Je vous invite, alors là je vais faire de l'autopromotion, hein, mais c'est aussi un des rôles de l'Observatoire, à vous connecter au site patrimoine naturel des Hauts-de-France. C'est un site qui recense un peu les actions à l'échelle du territoire et les acteurs, c'est-à-dire que vous pouvez y retrouver la liste des acteurs présents sur le territoire, vous pouvez y retrouver les sciences participatives, vous pouvez y retrouver des dates agenda ou des dates de formation. Vous pouvez y retrouver aussi il y a deux rubriques. Il y a une rubrique qui va s'ouvrir ce mois-ci ou le mois prochain. Merci pour le lien, je le vois apparaître. Les leviers de financement, c'est-à-dire que le site aura vocation aussi à aider les acteurs du territoire pour accéder à des financements portés par l'ADREAL, le Conseil régional, l'OFB, où ils vont tout recenser sur un site et ça permettra aux différents acteurs d'aller fouiller un peu dans ce site et savoir quel genre de subventions peuvent correspondre avec leur projet. Donc voilà, le site patrimoine naturel est vraiment riche d'informations pour tout type de personnes. Et on avait une dernière remarque donc, de Mathilde. Est-ce qu'il est possible d'avoir les sources des données qui ont été données pendant la présentation, justement? Sans problème. Alors, je pourrais faire passer mon PowerPoint à Léa. Mhm. Ensuite, c'est assez classique, c'est-à-dire que les sources nationales proviennent de l'Observatoire national de la biodiversité. Les sources régionales de l'Observatoire régional de nous, qui, bien sûr, le travail repose sur tout un tas d'autres acteurs, mais c'est nous qui les centralisons, donc c'est auprès de nos publications sur le site Observatoire que vous pouvez les retrouver. Et voilà, en fait, c'est de grosso modo les deux principaux vecteurs d'information et d'état des lieux.
Je vais parler de l'enquête consommateur en particulier. Alors, l'enquête consommateur, elle est c'est aussi l'Observatoire national qui a fait une enquête et c'est dans leur dernier bilan 2021. Donc, sur le site de l'ONB, mais je peux vous passer le lien assez facilement. Je le passe dans le chat si vous voulez. Je rechercherai pendant l'intervention de la prochaine, de Mathilde. Je vous passe le lien. Oui, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de poser leurs questions sur le chat et qui aimeraient les poser là en direct ou rebondir sur des choses qui ont été expliquées par Lou peut-être? Non, ça a l'air bon. Et ben, Soit je les enfin, ai assommés, soit j'ai été très claire. ouais, tout le monde est déprimé. Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme tu dis, d'avoir les connaissances pour comprendre un petit peu concrètement ce qui se passe au niveau de la biodiversité. C'est un sujet encore un peu inconnu ou mal connu en tout cas. Donc là, on a eu un constat avec Lou et j'aimerais qu'on passe à la partie un petit peu action, on va dire, ou comment faire justement maintenant qu'on a ces données en tête et qu'on comprend qu'il est hyper important en fait d'agir au niveau de la biodiversité et comment surtout les entreprises de la bio peuvent s'emparer de ces sujets. Et donc là, je vais laisser la parole à Mathilde Gzel du Cinebio pour nous présenter un petit peu les solutions justement qui ont été pensées. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ouais? Ok, super. Alors, je commence par partager mon écran pour m'assurer que ça marche. Hop. C'est ça. Hop, on va revenir au départ. Ok, alors. Est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce qu'il est tout blanc pour vous aussi? Moi, c'est tout blanc pour moi. Enfin, je vois que tu partages quelque chose. Ah là, il y a du contenu qui s'affiche. Ok, bon, bah, de toute façon, on va commencer par ça, donc c'est très bien. Ok, alors, pourquoi ça ne marche pas en mode partage? Bon. Alors, désolée, je prends 2 minutes pour régler ça, comme ça on sera tranquille après. J'ai l'impression que c'est mon document qui bug. Je suis désolée, je vais devoir prendre 1 minute pour le réouvrir. Peut-être que c'est plus facile si tu partages directement le diaporama. Je crois que c'est ce que tu avais fait tout à l'heure. Ouais, c'était ce document que j'avais partagé tout à l'heure, mais il s'avère qu'entre-temps, le document a bugué. Donc, je vais aller le réouvrir. Non, il n'y a pas de souci, Désolée, prends ton du coup, temps. Comme ça, on part tranquille, comme tu disais après. Ouais. Alors. Je te l'avais pas envoyé, Léa, le document. J'ai l'impression que mon ordinateur a un peu de mal à l'ouvrir. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais si tu veux, envoie-le-moi. Je peux essayer de le partager. Après, tout à l'heure, on voyait ce que tu montrais. Ouais, c'est juste qu'il a bugué. Donc, on ne voit plus rien. Donc, Ah, ça y est, je l'ai récupéré. Bon, parfait. Hop, alors, je repartage mon écran et cette fois, on va dire que c'est la bonne. Ok. Hop. Est-ce que cette fois, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ouais.
Ok, super. Bon. Désolée pour cette petite galère technique. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Léa m'a introduit un petit peu tout à l'heure, mais donc pour vous donner un peu plus de précision, donc moi je suis Mathilde Gzel. Je travaille au Synabio en tant que coordinatrice RSE depuis 4 ans à peu près. Et je pilote depuis 2 ans au sein du Synabio une initiative sur la biodiversité spécifiquement. Donc, je coordonne un groupe de travail d'adhérents, enfin d'entreprises adhérentes au Synabio qui ont décidé de creuser un peu ce sujet de la biodiversité. Et je vous expliquerai juste après le pourquoi du comment et surtout les productions sur lesquelles on est arrivé. Peut-être un tout petit mot sur le Synabio pour que vous compreniez bien aussi. Donc, le Synabio, c'est le syndicat national des entreprises bio. Donc, on intervient à une échelle nationale. On travaille sur 2 aspects. À la fois, on représente les intérêts des entreprises bio auprès des pouvoirs publics au niveau national et on accompagne les entreprises adhérentes chez nous sur un certain nombre de thématiques qui sont plutôt des thématiques de progrès vis-à-vis du règlement bio européen actuel. Donc, notre positionnement au Synabio, c'est vraiment d'accompagner une bio qui reste mieux disante par rapport à la réglementation actuelle. Et donc, beaucoup de nos expertises se focalisent sur des sujets à défricher, et c'est le cas de la biodiversité, et vous accompagnent à faire mieux justement sur ces différents sujets. Voilà, donc on est très complémentaires finalement avec les associations régionales type Aprobio qui vont vous accompagner à une échelle beaucoup plus proche et sur des logiques de filière, par exemple, beaucoup plus concrètes aussi à une échelle régionale. Donc, ceci étant dit, moi, du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi d'abord on a mené cette initiative sur la biodiversité au Synabio, et ça fera le lien un petit peu avec ce que Lou présentait juste avant. Donc, la première explication, c'est évidemment une prise de conscience en ce moment de l'effondrement de la biodiversité qui est en cours, avec une proéminence du sujet dans les différents médias et par rapport à quelques années où on avait tendance à se focaliser sur les enjeux carbone, climat, aujourd'hui, on entend parler de la biodiversité dans les médias traditionnels et on prend conscience, grâce à des chiffres relativement forts, hein, vous les avez vus à l'instant, de l'ampleur des dégâts et on comprend qu'il y a peu de temps finalement pour agir sur ce sujet. On sait aussi, le deuxième, ce qui a guidé aussi notre travail, c'est que évidemment l'année 2021, 2022 et 2023 aussi sont des années assez stratégiques en matière de biodiversité, puisqu'il y avait un certain nombre d'événements qui ont cristallisé les débats autour de ce sujet. Donc, Lou, on les a cités pour la plupart tout à l'heure, hein, mais donc la COP 15 l'année dernière qui traitait du sujet biodiversité, le Congrès mondial pour la nature qui a eu lieu en 2021 entre 2 vagues de Covid mettait aussi pas mal en lumière ce sujet, etc., etc. Donc, c'était une année forte c'était des années fortes en matière de biodiversité. Il nous semblait important que le secteur de la bio, en tant que filière, soit capable de prendre la parole plus clairement sur ces enjeux de biodiversité. On constate aussi que de fait, lié à la prise de conscience de l'effondrement de la biodiversité, il y a de plus en plus de démarches qui s'emparent des enjeux environnementaux, dont celui de la biodiversité, et qui vont axer des communications fortes sur cet enjeu. Je pense notamment à des démarches comme Agriculture du vivant ou toutes les initiatives de conservation des sols, également à toutes les mouvances autour du label HVE, qui vont qui ont construit et martelé des messages assez forts sur la biodiversité. Et on verra juste après que la bio, en parallèle, est restée un petit peu silencieuse sur ce volet biodive. Et puis, le dernier constat qui nous a poussé à agir aussi, c'est que le paysage aujourd'hui, en termes d'outils, de méthodes, d'acteurs qui agissent sur la biodiversité, est très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux différents, il y a beaucoup d'outils sur le marché, une diversité d'indicateurs qui fait que les entreprises qui, quand bien même souhaiteraient agir, étaient un petit peu perdues face à tout ça et sur la question de comment est-ce que je passe à l'action. C'était un petit peu difficile de s'engager. Donc, tout ça, ça nous a conduit à mener un travail, à lancer ce travail côté Synabio en répondant à 2 enjeux principaux et j'espère en tout cas qu'ils vont vous parler. Le premier enjeu, c'était vraiment d'être capable de réaffirmer et haut et fort les impacts positifs de la bio sur la biodiversité. Donc, finalement, ça a été un de notre premiers travaux de faire un état des lieux un petit peu de la recherche scientifique et de voir qu'est-ce qui
quelles étaient les données qui existaient et qui pouvaient prouver l'intérêt de la bio sur la biodiversité et notamment de l'absence de pesticides. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'était un des enjeux assez forts sur lequel on a commencé à travailler. Et le deuxième volet qui est complémentaire, c'était de se dire, c'est bien de dire que la bio, c'est mieux pour la biodiversité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on garde un temps d'avance sur ces questions. On sait qu'on n'est pas parfait, quand bien même on crée déjà des résultats positifs. Il y a encore des sujets sur lesquels on peut s'améliorer, des pratiques agricoles qui peuvent continuer de progresser. Et c'est sur cet enjeu-là, sur ce deuxième enjeu, qu'on a consacré une bonne partie de notre travail en définissant du coup des indicateurs de progrès pour les filières bio que je vais vous présenter par la suite. Simplement, rapidement, pour vous donner un aperçu, mais ça devrait vous parler aussi en termes de diversité d'entreprises qui ont contribué à ce travail. Donc, on a eu une quinzaine d'entreprises très engagées sur ce sujet qui ont contribué aux travaux. Et on a été accompagné surtout par un cabinet qui s'appelle Solagro et qui est spécialisé des enjeux de biodiversité et environnement sur les sujets alimentation et qui a été notre partenaire un petit peu technique sur la conception et l'identification des indicateurs de progrès. Et après, on était principalement sur des responsables filières qui étaient investis dans le groupe et qui ont pu du coup tester une bonne partie de notre travail auprès de leur filière directement pour avoir une caution un petit peu terrain à ce que je vais vous présenter. Je ne vais pas m'attarder bien là-dessus parce que c'est assez théorique, mais simplement pour vous expliquer que dans la méthodologie de travail, on s'est concentré, finalement, on a agi en 3 étapes. Le premier, c'était vraiment de comprendre quels étaient les enjeux de la biodiversité prioritaires pour la bio. Donc, c'était vraiment de comprendre l'état des lieux, comme je le disais, de comparer à la fois les études scientifiques existantes, de bien comprendre les termes, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, la définition de la biodiversité, elle peut être parfois un peu floue quand on est néophyte sur le sujet. Et puis, on s'est aussi concentré sur faire un peu un benchmark des différents standards qui existent aujourd'hui, donc notamment HVE ou tous ces standards qui se positionnent, qui parlent assez fort de ces sujets de biodiversité, de voir concrètement quelles étaient les obligations de résultats ou de moyens qu'il y avait dans leur cahier des charges. Et tout ça, ça nous a nourris pour savoir sur quoi les entreprises bio ou en tout cas les filières bio devaient agir en priorité. Tout ça, ça nous a mené donc à construire des indicateurs. Donc aujourd'hui, on a défini une dizaine d'indicateurs de progrès au niveau agricole, donc au niveau amont, et une dizaine d'indicateurs de progrès au niveau aval, donc qui vous concernent directement en tant qu'entreprise. Et ça, c'était important pour nous parce que très souvent, dans le cadre des entreprises, on voit beaucoup de bonnes pratiques de type des entreprises qui mettent des ruches sur leur toit ou qui vont pratiquer de la tonte différenciée, des actions comme ça sur leur site de production. Donc ça, c'est très bien parce que clairement, vous allez avoir une certaine exemplarité en tant qu'entreprise bio, mais concrètement, en termes d'impact, c'est pas comme ça. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va réussir à infléchir les courbes. Et si on veut avoir de l'impact sur la biodiversité, comme beaucoup au niveau environnemental, il faut agir sur l'amont, il faut agir au niveau de la production agricole. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur les 2 aspects, quand bien même le Synabio, on est plus spécialisé au niveau industrie et transformation. Voilà. Et puis aujourd'hui, une fois qu'on a construit tous ces indicateurs et puis le guide pratique que Lou et Léa évoquaient tout à l'heure, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de déployer un peu ça, à la fois de former les entreprises. Donc, on a construit des parcours de formation pour les responsables filières dans les entreprises. On intervient très régulièrement sous ce format-là pour faire connaître le travail qu'on a mené. Et surtout, notre objectif, c'est de mettre un petit peu le sujet au milieu de la table avec les différents acteurs des filières bio et de discuter pour faire remonter un niveau de priorité sur la question de la biodiversité. Et on espère peut-être un jour avoir un impact aussi au niveau européen dans le cadre des prochaines révisions du règlement bio. Mais ça, on sait que c'est beaucoup plus compliqué et ça nous dépasse en partie. Voilà sur la façon de travailler. Le guide, vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est une publication qu'on a faite il y a 1 an à peu près, puisque c'était le 6 mai dernier. Donc, c'est un guide qui est en accès complètement libre. Vous aurez évidemment ma présentation et le lien pour le télécharger. Donc, c'est quelque chose qui est le plus pédagogique possible et qui va reprendre beaucoup plus en détail tout ce que je vais vous présenter cet après-midi. Donc, je vous invite évidemment à le télécharger. C'est souvent un bon support de compréhension et d'échange également avec vos équipes.
Voilà, ceci étant dit, je vous propose donc de passer sur ce décryptage un petit peu des indicateurs de progrès. C'est un peu de toute façon le cœur de réacteur de notre travail. Et avant de plonger vraiment dans les indicateurs un par un, ce que je voulais vous proposer, c'est un petit peu de faire le bilan de ce que Lou évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait finalement aujourd'hui de l'impact de la bio sur la biodiversité. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que, en tout cas, nous, la difficulté à laquelle on s'est heurté au début, c'est qu'il existe peu de données comparatives finalement entre les systèmes conventionnels et bio, et qu'il a fallu fouiller. Et ça fait partie aujourd'hui de nos demandes auprès des pouvoirs publics que de financer beaucoup plus d'études qui permettent de comparer les systèmes entre eux. Mais en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce qui est clair, c'est que le règlement bio, aujourd'hui, il apporte un certain nombre de garanties qui ont un effet direct sur la biodiversité. Et ces garanties, c'est l'interdiction des pesticides de synthèse et l'interdiction des engrais chimiques de synthèse et engrais minéraux azotés. Donc ça, clairement, ce sont des interdictions du règlement bio. Et là, pour le coup, il y a un certain nombre d'études qui prouvent que l'absence de pesticides, ou en tout cas qui prouvent que les pesticides ont un impact fort sur la disparition de la biodiversité, des impacts directs, c'est-à-dire que les pesticides, ils sont faits pour ça, ils vont tuer le vivant, une partie du vivant en tout cas pour préserver une autre partie, mais cette action ciblée, donc ça a un impact vraiment direct sur la diminution de la biodiversité. Et il y a aussi des effets indirects, dans le sens où si un oiseau mange une semence qui a été contaminée aux pesticides, peut se faire empoisonner à court terme, et donc les pesticides vont vraiment avoir un impact sur toute la chaîne alimentaire et toute la chaîne du vivant. Donc ça, c'est vraiment un des constats forts et sur lequel aujourd'hui, on a de la matière pour prendre la parole. Et je pourrais vous faire passer des éléments intéressants sur ce point-là. Je souligne tout de même une étude qui vient de paraître et qui est extrêmement intéressante, qui a été co-signée par INRAE et Ifremer et qui vraiment vient complètement mettre le doigt sur ce sujet de l'impact des pesticides sur les écosystèmes en général et la biodiversité en particulier. Donc ça, ce sont vraiment les garanties du règlement bio. Il y a aussi le règlement bio, au-delà des interdits, on constate également qu'il induit un certain nombre de bonnes pratiques parce que justement, les agriculteurs ne pouvant pas utiliser des pesticides ou des engrais ont dû développer des bonnes pratiques agricoles pour pallier à cette interdiction et maintenir un niveau de rendement qui soit intéressant. Et du coup, il y a eu finalement toute une innovation dans ce secteur de la bio avec des pratiques qui aujourd'hui sont pas mal répandues, comme les rotations culturales longues et diversifiées, une gestion de la fertilité des sols avec de la fertilisation organique, de la couverture, etc. Et puis, une plus grande biodiversité qui est cultivée et donc avec des variétés anciennes, des variétés adaptées, des variétés indigènes qui sont vraiment plus présentes en bio qu'en conventionnel. Et ça, ce sont du coup plutôt de l'ordre de la bonne pratique. Il n'y a pas d'obligation dans le règlement bio là-dessus, mais on sait que c'est très utilisé par les agriculteurs bio et que ça aussi, et on va le voir juste après, ça contribue au maintien et à la sauvegarde de la biodiversité. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect positif. Finalement, en bio, on a également quelques faiblesses et c'est aussi pour ça qu'on a construit ces indicateurs de progrès. Donc, parmi ces faiblesses, il y a le fait que ces bonnes pratiques, elles ne sont pas systémiques. Donc, il peut y avoir des dérives avec finalement des acteurs qui vont avoir une lecture très moins disante du règlement bio européen qui, du coup, ne vont pas appliquer ces bonnes pratiques. Et puis après, dans les faits, il y a aussi certaines choses qui posent problème avec certaines substances naturelles ou minérales qui peuvent avoir des impacts néfastes. Mais encore une fois, si elles sont utilisées à des doses très, très importantes et non encadrées, ça peut être le cas du cuivre, du soufre, le spinosate de manière un peu plus prouvée. Mais voilà, il y a quand même des matières comme ça sur lesquelles il est intéressant de se poser la question de quels sont les bons dosages et les bons usages pour ne pas en abuser. Et puis, le dernier point, c'est que la dernière faiblesse, c'est que finalement, en bio, et ça vous posera problème certainement en tant qu'entreprise, il n'y a pas de reporting au niveau agricole sur des indicateurs de biodiversité.
Donc, ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, les agriculteurs en bio ne vont pas compiler des données sur la présence d'infrastructures agroécologiques dans leur parcelles, la taille de leur parcelle, tout simplement, des choses comme ça. Ce ne sont pas des choses qu'ils vont reporter, ne vont pas reporter. Et ça, en comparaison avec le label HVE, par exemple, ça n'existe pas en bio. Donc voilà pour le panorama global. En termes de chiffres, alors il en existe plusieurs, mais un qui on reprend beaucoup, puisqu'il est très parlant, c'est que sur des études, enfin sur une étude en particulier, aujourd'hui on a la preuve que finalement des exploitations conduites en bio ont des impacts, produisent des résultats directs avec une augmentation de 30% des espèces, donc c'est-à-dire de la diversité d'espèces présentes dans les champs, et de 50% en individus, donc c'est-à-dire à la fois il y a plus de diversité d'insectes typiquement, mais il y a aussi plus de populations de ce même insecte présentes dans les parcelles. Donc on a quand même comme ça quelques études qui permettent de prouver l'impact positif de la bio. Et ça, c'est quelque chose que du coup on utilise pour pouvoir prendre la parole sur ces sujets. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire là sur ce volet plus et moins du règlement bio, parce que ce n'est pas toujours bien évident à comprendre, mais je vous invite, si vous voulez creuser le sujet, je vous enverrai des éléments suite à cette intervention. Du coup, pour revenir sur les indicateurs, je vous l'expliquais juste avant. Nous, on a travaillé sur vraiment le périmètre production agricole, donc amont, transformation et distribution, donc aval, et évidemment la relation commerciale qui se joue entre l'amont et l'aval, puisque c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a une coopération à développer et une logique aussi de bonne rémunération pour permettre ces évolutions de pratiques au niveau agricole. Donc, si on rentre dans un premier temps sur les indicateurs au niveau agricole, je vais commencer par un premier indicateur de progrès, donc qui touche vraiment la question des infrastructures agroécologiques. Alors, c'est un mot un petit peu barbare quand on connaît pas ces sujets, mais c'est relativement simple. En fait, les infrastructures agroécologiques, c'est tout ce que vous allez trouver dans les exploitations qui ne sont pas des milieux cultivés, et donc qui sont des milieux semi-naturels qui ne reçoivent ni engrais ni pesticides. Donc, concrètement, vous en connaissez tous un certain nombre. Ça va être tout ce qui est lisière de bois et bosquets, ça va être tout ce qui est bandes fleuries, bandes enherbées, mais aussi des prairies humides, des prairies permanentes, des mares, enfin voilà, vraiment, ça peut être aussi des murets ou des murets de pierres sèches quand on est dans certaines régions. C'est tout ce qui va donner cet aspect, et vous voyez un peu sur la photo, cet aspect bocager sur les espaces agricoles. Donc nous, ce qu'on recommande en termes de progrès, c'est d'accroître le pourcentage d'infrastructures agroécologiques sur la surface agricole, parce que évidemment, de manière logique, toutes ces infrastructures, ça va créer de l'habitat pour les populations d'insectes et de mammifères qui vont pouvoir nicher à l'intérieur, se reproduire et surtout se déplacer. Ça va créer ce qu'on appelle encore de la connectivité entre les différents écosystèmes. Et donc, évidemment, c'est bénéfique à la biodiversité. Donc, nous, sur les objectifs, ce qu'on recommande, c'est qu'à horizon 2023, on ait atteint 7% de la surface agricole utile qui est dédiée aux infrastructures agroécologiques, et que d'ici 2030, on atteigne les 10% de la surface dédiée. Ça demande évidemment qu'il y ait un calcul qui soit mis en œuvre, un reporting qui soit mis en œuvre au niveau des exploitations. Sur le deuxième indicateur, on reste sur cette question des infrastructures agroécologiques. Donc, on a vu que l'important, c'était d'en accroître le nombre sur les exploitations. L'indicateur 2, il va se concentrer sur la diversification. Donc, avoir beaucoup de haies, c'est bien, mais il faut aussi essayer de diversifier, puisque chaque habitat, finalement, va abriter des espèces différentes et va permettre du coup de développer cette biodiversité. Donc là, l'idée, c'est d'avoir d'ici 2023 à minima 2 types d'infrastructures agroécologiques présents sur la surface agricole utile, et en 2030 à minima 3 types d'IAE présents sur la SAU. Donc là, c'est vraiment accompagner les agriculteurs dans cette diversification et la réintroduction de ces infrastructures agroécologiques.
L'indicateur 3, on est toujours sur cette question des IAE. Là, l'idée, c'est de se dire que c'est bien d'en avoir beaucoup, c'est bien d'avoir une diversité, mais aussi, il faut en avoir une bonne gestion, parce que c'est bien d'avoir une haie, mais si finalement, au bout de 2-3 ans, elle dépérit complètement, on passe complètement à côté de l'objectif. Donc là, ça va être un objectif plutôt qualitatif, où on va accompagner les agriculteurs à prendre soin de ces infrastructures, à les comprendre et du coup à les rendre les plus fonctionnels possibles pour la biodiversité. Et donc là, sur l'objectif, on est sur un objectif plutôt qualitatif qui est d'ici 2030 d'adhérer à une MAEC ou à un label de gestion des IAE, et notamment, je pense au label E, qui est le label le plus abouti aujourd'hui et qui permet d'avoir vraiment du conseil agricole sur la mise en œuvre la plantation de haies et l'entretien de ces haies dans le temps. Voilà du coup sur cette question des infrastructures. Le quatrième indicateur, alors c'est un indicateur qui a pu faire pas mal débat dans notre groupe de travail, mais qui est aujourd'hui, on le sait, un des éléments les plus importants dans cette démarche de conservation de la biodiversité. Il va donc toucher à la taille des parcelles et avec un objectif justement de réduire au maximum cette taille des parcelles, d'avoir des plus petites parcelles juxtaposées les unes aux autres qui vont permettre de complexifier le paysage. Et ça, Lou l'expliquait très bien tout à l'heure. Finalement, quand on pense à un espace agricole aujourd'hui favorable à la biodiversité, il faut de la complexité, il faut de la diversité de cultures et c'est ça qui va permettre de retrouver une diversité du vivant et une diversité d'insectes, de mammifères, puisque chacun va avoir ses préférences aussi en termes d'habitat. Donc, c'est vraiment cette logique de mosaïque. On essaye d'avoir des paysages avec de plus en plus de mosaïques. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est... Il y a pas mal d'études. On a documenté à chaque fois le choix de ces indicateurs. Pour le coup, il y a pas mal d'études qui prouvent l'impact de la taille des parcelles sur l'augmentation de la biodiversité. La difficulté, elle est plutôt de l'ordre culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'accompagner des agriculteurs dans la réduction de cette taille des parcelles parce que ça pose des problèmes techniques pour utiliser les outils agricoles, les tracteurs notamment. Et puis, ça va un petit peu à l'encontre de ce qui a été mené dans les années 70 avec une partie du remembrement et aussi l'accroissement toujours plus fort de la taille de ces parcelles. Néanmoins, on sait que l'impact est là. L'indicateur numéro 5, donc, qui va concerner l'augmentation de la diversité d'assolement. L'assolement, c'est vraiment la diversité des cultures présentes sur la surface agricole utile à l'échelle d'une année. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui va rentrer dans les plans de plantation des agriculteurs. Et là, l'idée, c'est de les accompagner vers une diversification de plus en plus forte. Donc, c'est à la fois de manière spatiale, d'avoir de plus en plus de diversité de cultures, mais aussi temporelle avec des systèmes de rotation entre les plantes, avec des espèces différentes ou des familles culturelles qui vont être complémentaires. Et donc ça a un impact puisque c'est toujours dans cette logique de complexification des écosystèmes dont je parlais précédemment. Donc là, en termes d'objectifs, l'idée, c'est d'avoir à minima 4 cultures qui dépassent 10% de la surface agricole utile en 2023 et 6 cultures qui dépassent ces fameux 10% en 2030. Donc, voilà, c'est un objectif assez progressif à ce niveau-là et c'est un indicateur qui, pour le coup, est plutôt bien reçu puisque les agriculteurs bio, en principe, ont cette culture déjà de la diversification culturelle. L'indicateur 6, il va se concentrer sur la taille des bordures de champs. Donc, la bordure de champ, c'est vraiment les bandes qui vont se situer entre deux parcelles et qui ne vont pas faire l'objet de désherbage mécanique ni de fertilisation. Donc, c'est vraiment quelque part des espaces qu'on va laisser s'ensauvager entre les cultures et permettre à la fois d'être des refuges pour la biodiversité, mais aussi de la connectivité. Ça revient à ce que je disais à chaque fois, de créer de la connectivité entre les différentes parcelles, puisque les insectes, les animaux vont pouvoir se déplacer au sein de ces bandes, de ces bordures de champs. Donc là, l'idée, c'est d'avoir d'ici 2023 sur les parcelles à minima 50 mètres de bordure qui sont gérées de manière extensive
et en objectif 2030, d'aller jusqu'à 100 mètres de bordure de champ. L'indicateur 7, il concerne la couverture des sols en hiver. Donc la couverture des sols, c'est vraiment cette idée de ne pas laisser la terre à nu, de ne pas et du coup de préserver. Là pour le coup, on va plutôt préserver la biodiversité des sols et donc celle qu'on ne voit moins, donc toute la biodiversité microbienne et bactériologique qui se situe au niveau des sols. Donc c'est vraiment préserver ça en évitant l'érosion et en maintenant cette idée de sol vivant. Donc, on va avoir comme objectif d'ici 2023 que 75% de la SAU soit couverte en hiver et d'ici 2030 qu'on monte jusqu'à 100% de couverture. Ça nous paraît être un objectif et ça, ce qui a été dit par pas mal de partenaires consultés sur ce sujet, un objectif relativement bien atteignable. Et encore une fois, c'est plutôt dans la culture bio d'aller vers ce genre de pratique. Sur l'indicateur 8, on est sur un indicateur qui va concerner les prairies naturelles. Donc là, c'est plutôt un indicateur qui est très adapté au système d'élevage et de ruminants. Donc là, l'idée, c'est de conserver et d'augmenter le nombre de ces prairies naturelles. Les prairies naturelles, donc c'est vraiment des prairies dites aussi permanentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni labourées depuis plus de 5 ans et sur lesquelles vont pousser une diversité de plantes de manière complètement spontanée. Et donc, très souvent, on qualifie ces prairies naturelles de réservoirs de biodiversité, puisqu'elles abritent une diversité de faune et flore qui est extrêmement importante. Il y a carrément des études qui montrent que il peut y avoir encore plus de diversité au sein d'une prairie qu'au sein d'une forêt. Donc, c'est des écosystèmes qu'il faut absolument préserver et développer. Et donc, c'est pour ça qu'on propose à horizon 2023 que 15% de la surface fourragère soit conduite en prairie naturelle et 30% d'ici 2030 afin du coup de redonner cet espace à la diversification de la biodiversité. Sur les prairies naturelles, un petit peu comme sur la question des IAE tout à l'heure, il y a évidemment cette question d'en augmenter le nombre, mais il y a aussi l'idée d'augmenter le nombre de prairies naturelles qui sont gérées de manière complètement extensive. Donc là, ça veut dire qu'on est sur des prairies qui ne sont pas du tout amendées en engrais, autres que le pâturage. Donc c'est vraiment des prairies qu'on laisse vivre leur vie, j'ai envie de dire, avec uniquement l'engrais qui vient de la part des animaux et qui permettent d'avoir une flore et une faune très endémique et très diversifiée et de réduire la pression humaine sur ces espaces-là. Donc l'idée, c'est que d'ici 2023, 10% des prairies naturelles ne reçoivent pas d'apport organique autre que le pâturage et 20% d'ici 2023. Voilà pour le 10e. Alors, le 10e indicateur est le dernier au niveau amont. Donc, c'est un indicateur qui est plutôt un indicateur de préservation de la diversité biologique. Donc là, l'idée, c'est de conserver les races et les variétés anciennes présentes dans les exploitations. On sait aujourd'hui qu'on a une tendance à la simplification aussi des variétés et des races qui sont élevées puis commercialisées. Donc là, tout l'intérêt de ça, c'est vraiment de ramener des races plus rustiques, plus adaptées aussi aux écosystèmes locaux et qui vont permettre de conserver, d'avoir un travail finalement de conservation de ces espèces ou de ces races. Et surtout, potentiellement, c'est un deuxième effet intéressant pour le coup au niveau agricole, c'est que ça va permettre d'avoir souvent des variétés qui résistent mieux au changement climatique et qui sont plus rustiques aussi, donc qui justement s'adaptent mieux à ces milieux-là. L'objectif 2023, du coup, c'est d'avoir à minima une race ou une variété ancienne élevée ou cultivée sur l'exploitation et un objectif de 2030 qui va au moins à minima à 2 races ou 2 variétés anciennes cultivées ou élevées sur l'exploitation. Voilà pour le volet amont. Alors, j'ai bien conscience que ça fait beaucoup d'informations. On prendra un temps, évidemment, d'échange à la fin de tout ça, parce qu'ils sont très connectés. Donc, je vais vous présenter également les indicateurs qui, pour le coup, vous concernent plus en tant qu'entreprise, en tout cas sur lesquels vous avez la main plus directe. Et puis après, donc, on pourra revenir dans le temps de questions sur la compréhension des indicateurs agricoles.
Alors, du coup, côté entreprise, on a un petit peu moins d'indicateurs. Donc là, le premier indicateur est celui qui nous paraissait incontournable quand on aborde finalement ce sujet de la biodiversité. C'est la première chose à faire, c'est finalement former les équipes achats et filières aux enjeux de biodiversité. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez un intérêt pour le sujet. Et en même temps, je comprendrais que vous soyez parfois un peu perdu face à certaines terminologies. Donc, il y a clairement, quand on parle de biodiversité, une montée en compétences à prévoir. Et du coup, c'est aussi pour ça que le Synabio propose de la formation aujourd'hui, parce qu'on sait que pour que les équipes achats ou filières soient capables d'accompagner l'amont dans une progression de leur pratique, il faut avant tout qu'elles soient formées elles-mêmes et une connaissance plutôt fine en matière agronomique liée à la biodiversité. L'objectif 2023, il est assez court terme, parce que ça nous paraît quelque chose d'indispensable et surtout qui peut être mis en œuvre assez facilement, c'est de former 100% des équipes achats aux enjeux de biodiversité, avec plus ou moins de profondeur, mais en tout cas qu'il y ait une première sensibilisation, formation qui soit dispensée pour tous. Sur l'indicateur numéro 2, l'idée, c'est que vous, en tant qu'entreprise, donc vous identifiez et vous soyez capable d'évaluer les filières à risque en matière de biodiversité. Donc là, clairement, ce qu'on va vous demander, c'est parmi vos matières premières, d'évaluer s'il existe un risque plutôt élevé de dégradation de la biodiversité et puis de cibler les filières qui sont le plus à risque et de quantifier ce niveau de risque. Donc clairement, on est sur une démarche qu'on peut assimiler à des achats responsables avec une évaluation. En gros, vous allez chercher à comprendre quels sont les enjeux de biodiversité sur telle ou telle matière première et ensuite comprendre comment vous pouvez agir pour réduire ce niveau de risque. Donc pour ça, il existe un certain nombre d'outils qui peuvent vous accompagner dans la compréhension des enjeux. Et ça, je vous renvoie pour le coup vers le guide si vous voulez creuser un petit peu le sujet. L'idée, c'est du coup qu'à 2023, 50% de vos filières d'approvisionnement à risque aient été évaluées sur des critères de biodiversité et pour le coup, en 2023, qu'on passe à 100% des filières identifiées à risque évaluées sur des critères de biodiversité. L'indicateur numéro 3, donc, c'est l'intégration de critères de biodiversité dans vos cahiers des charges matières premières. Donc là, clairement, c'est que vous ayez fait le travail en amont, c'est d'avoir identifié vos enjeux et pour répondre à ces enjeux, d'avoir intégré des prérequis, on va dire, dans vos cahiers des charges matières premières. Donc, l'objectif en 2023 étant que 30% des cahiers des charges matières premières intègrent au moins un critère de biodiversité et qu'en 2030, vous ayez fait le travail pour l'ensemble des matières premières en vous demandant quels sont nos enjeux sur cette matière première et qu'est-ce qu'on intègre dans le cahier des charges pour se prémunir du risque biodiversité. L'indicateur 4, il va vraiment se focaliser sur l'accompagnement de projets de conservation et de restauration de la biodiversité au sein de vos filières, c'est-à-dire comment vous vous mettez en marche pour accompagner votre amont agricole sur ces questions de biodiversité. Donc, ça peut être du soutien financier, ça peut être de l'allocation de ressources humaines avec des conseillers techniques, mais aussi avec du mécénat de compétences également, avec un objectif du coup 2023 de 30% des filières accompagnées sur des questions de restauration et de conservation de la biodiversité et d'ici 2030, 80% de filières accompagnées sur la restauration ou la conservation. En indicateur 5, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est toujours dans cette idée que vous, en tant qu'entreprise, vous soyez en mesure de soutenir les sujets de biodiversité. Mais là, on ne va pas se focaliser sur vos filières, mais de manière plus large. Qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de philanthropie ou de soutien aux associations pour financer à la fois la recherche, mais aussi les projets de restauration de biodiversité. Donc, avec un objectif d'ici 2023 de financer un projet et d'ici 2030 d'aller jusqu'à 3 projets financés sur ces questions de biodiversité. L'indicateur 6, alors là, c'est un des indicateurs qui est le plus important et sur lequel finalement vous allez avoir le plus d'impact en tant que transformateur bio. C'est vraiment votre capacité à diversifier vos recettes, puisque je le disais tout à l'heure au niveau agricole, on va demander finalement aux agriculteurs de diversifier leur culture, donc de faire entrer dans leur rotation de plus en plus, par exemple, de légumineuses ou de variétés anciennes. Et l'idée, c'est qu'en contrepartie, vous, en tant que transformateur, vous réfléchissiez vraiment à la composition de vos recettes pour pouvoir intégrer ces cultures issues de la rotation
et du coup diversifier les ingrédients que vous mettez dans vos recettes. Et il y a un chiffre intéressant là-dessus qui dit que aujourd'hui, 75% de l'alimentation de l'humanité provient seulement de 12 plantes et 5 espèces. Donc, vous voyez que c'est extrêmement réduit. On a tendance à simplifier notre alimentation sur un tout petit nombre d'espèces. Et donc là, tout l'intérêt, c'est vraiment de venir diversifier et proposer une offre de plus en plus complète aux consommateurs. Voilà, l'indicateur 7, j'en parlais tout à l'heure de manière anecdotique, mais on considère qu'en tant que transformateur, vous avez quand même un rôle d'exemplarité. Donc, même si on sait que le plus gros de votre impact, il ne se situe pas au niveau de votre site de production, on considère tout de même que c'est intéressant de mettre des actions en œuvre à ce niveau-là. Donc, avec notamment des actions de préservation. Alors, elles ont été citées un petit peu tout à l'heure, mais des actions qui vous permettent de réduire les pressions. Donc, ça va être de la tonte différenciée, de la suppression des pesticides dans les espaces verts qui entourent vos entreprises, la diminution des flux lumineux, etc., etc. Et puis aussi créer de l'habitat, donc avec des refuges à insectes, des ruches, etc., directement sur les toits de vos entreprises. Donc l'objectif, c'est que d'ici 2023, 50% de vos sites mettent en place des actions de préservation de la biodiversité et d'ici 2030, que 100% des sites aient entrepris des actions. Et ça, pour le coup, c'est corrélé à notre indicateur 8, qui est le dernier sur ce sujet, et donc qui a vocation à vous encourager à labelliser vos sites en faveur de la biodiversité. Et pour cela, il existe un label un peu incontournable qui est celui de Refuge LPO, qui va vraiment vous permettre de vous accompagner dans la mise en place de ces habitats et dans toutes les actions justement de préservation de la biodiversité sur vos sites de transformation et de production. Avec un objectif de 2030 de 100% des sites de l'entreprise qui sont labellisés refuge LPO ou Biodiversity, qui a un autre label en la matière. Voilà pour tous ces indicateurs. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Je sais que c'est dense en matière d'information, mais du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment de répondre à vos questions, à la fois de compréhension sur ces indicateurs un petit peu techniques, et puis aussi de réactions ou de questions plus larges sur la démarche qu'on a conduite au Synabio. Ok. Du coup, je considère qu'il n'y a pas de questions spécifiques. Il y a des remarques dans le chat. Il y a Lou qui nous parle du label Entreprise engagée pour la nature de l'Office français pour la biodiversité. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être complémentaire un peu avec les mesures que tu viens de citer. Alors, c'est vraiment Entreprise engagée pour la nature, c'est une reconnaissance institutionnelle en fait des actions engagées par l'entreprise en matière de biodiversité. Donc, c'est plutôt une démarche de reconnaissance de votre action. Donc, si vous avez tout un plan d'action autour de la biodiversité aujourd'hui, ça peut être intéressant de postuler à cette initiative. Ça ne va pas particulièrement vous aider à mettre en œuvre ces bonnes pratiques. C'est plutôt pour les faire reconnaître d'un point de vue institutionnel. Mais globalement, ça vous demande finalement de construire un plan d'action en matière de biodiversité à l'échelle de l'entreprise. Moi, j'avais une question un petit peu. Donc le guide est sorti il y a 1 an, tu le disais en début de ta présentation. Ouais. Combien d'entreprises vous avez pu sensibiliser un petit peu à ces enjeux depuis que le guide est sorti? Et quel a été l'accueil aussi reçu par ces entreprises sur la thématique de la biodiversité, qui est certes une thématique qui monte, mais qui est encore un petit peu méconnue? Ouais. On a fait une sensibilisation qui est très large à l'échelle de l'ensemble de nos adhérents côté Synabio. Donc, on a beaucoup de prises de parole sur ce sujet. On a pu faire des journées dédiées. Donc, on a touché très largement nos adhérents et puis on
les harcèle un peu de mails sur ces sujets de biodiversité, donc ça se diffuse plutôt bien. Là où on voit vraiment l'intérêt, c'est dans le cadre des formations. Donc là, ça va vraiment un cran plus loin, comme je le disais tout à l'heure. Et là, pour le coup, on a eu un premier parcours l'année dernière, en fin d'année dernière, qui a extrêmement bien marché avec une quinzaine d'entreprises qui ont été formées. Là, on l'a relancé, donc il y en a eu un la semaine dernière avec une dizaine d'entreprises et on en réouvrira un en janvier prochain parce qu'on continue à avoir beaucoup de demandes. Donc, on sent quand même, on sent vraiment, en tout cas côté Synabio, qu'il y a une demande des entreprises et surtout qu'il y a un contexte global qui pousse à agir en fait sur ce sujet et qu'il y a une espèce de… voilà, que le marché demande finalement une exemplarité sur ces sujets de biodiversité. Et du coup, les entreprises s'emparent pas mal de cet enjeu-là. Et après, nous aussi, notre rôle côté Synabio, c'est vraiment de faire monter le niveau de priorité sur cet enjeu biodiversité. Et donc, on discute beaucoup, notamment avec nos partenaires amont. Je pense à la FNAB, je pense à pas mal de coopératives 100% bio avec qui on est en discussion aujourd'hui pour voir comment on se met en ordre de marche à l'échelle de la filière et comment on avance autour d'une méthodologie un petit peu commune ou autour d'indicateurs de progrès relativement communs, quoi, pour éviter finalement que chacun parte sur des démarches différentes, des enjeux différents et des indicateurs différents. Et peut-être ce que je peux évoquer aussi, c'est qu'il y a une initiative très intéressante qui est née au sein de nos adhérents qui s'appelle le Biodiscore. Du coup, qui est un outil qui a vocation à évaluer la performance en termes de biodiversité des producteurs, qui est un petit outil aujourd'hui Excel, mais qui est en cours de digitalisation et qui a vocation à faciliter justement ce travail de reporting. Je vous disais tout à l'heure que c'est un travail qui aujourd'hui manque et sur lequel on n'a pas vraiment d'outils parfaitement adaptés. Donc voilà, donc le Biodiscore, il travaille là-dessus et c'est intéressant parce que c'est une association, donc c'est ouvert. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous impliquer justement dans ce travail pour co-construire ces outils d'évaluation. Super. On avait une question du coup de Fruits Rouges et compagnie qui demande comment encourager les producteurs à travailler avec des variétés anciennes en sachant que celles-ci sont généralement moins rentables et sont rarement mieux valorisées au niveau commercial. Ça, c'est sûr que globalement, toute cette démarche, elle pose beaucoup de questions au niveau commercial et valorisation des efforts fournis tout au long de la filière. Je ne vais pas vous mentir, nous, on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui clé en main. C'est pour ça qu'on discute aussi beaucoup avec l'amont pour voir comment tous ces efforts qu'on va demander tout au long de la chaîne de valeur, on arrive à les valoriser à un moment ou à un autre, que ce soit par des soutiens publics ou par une dynamique de marché. Aujourd'hui, c'est difficile de vendre un produit à un consommateur avec un argument purement biodiversité. On a certains adhérents qui s'y attellent, mais c'est compliqué. On va pas se mentir. En revanche, sur la question des variétés anciennes, je pense que une partie de la solution, elle réside quand même sur la question de trouver du débouché, en fait, et d'avoir des partenaires industriels ou transformateurs qui jouent le jeu et qui, eux, voient un intérêt dans cette diversification variétale. Donc, et réussir à valoriser auprès d'eux les contraintes aussi de production que ça génère. En tout cas, nous, c'est aussi un des messages qu'on essaye de faire passer, c'est qu'en tant qu'entreprise de transformation, il y a un vrai rôle sur la question des recettes. Et si vous deviez, je pense, en tant qu'entreprise, retenir un levier de progrès, ce serait celui-là. Ce serait vraiment de travailler vos recettes et vous poser la question de est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut introduire qui permettent justement d'améliorer cette biodiversité et de diversifier les variétés. Merci beaucoup. Moi, j'avais aussi, donc c'est Léa qui parle, j'avais une question un petit peu plutôt sur le dernier indicateur que tu donnais, qui était donc sur un peu les actions qu'on peut mettre en place sur site, si j'ai bien compris, de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Tu as parlé, je sais, d'habitat naturel, etc. Est-ce que tu peux citer quelques entreprises qui ont mis en place ça ces dernières années ou ces derniers mois? Et voilà, est-ce que les salariés sont sensibles? Est-ce que ça fonctionne bien, etc. Ouais.
Oui, oui, tout à fait. Dans les exemples, tout à l'heure, je disais sur les réductions de la pression, je peux vous les citer là, mais il y a vraiment cette question de la tonte différenciée, de l'éco-pâturage, donc de mettre des animaux en pâturage autour des entreprises, de remplacer les éclairages avec des flux lumineux qui vont moins impacter la biodiversité, de diminuer ces fameux éclairages, de supprimer les pesticides, parce que des fois, moi, ça m'est arrivé de voir des choses justement un peu incohérentes, justement avec des entreprises qui travaillent et qui commercialisent des produits bio, mais qui ne se sont pas forcément posé la question de l'entretien des espaces verts autour de l'entreprise. Et du coup, en posant la question à des sociétés d'entretien, se rendre compte que finalement, il y a des pesticides qui sont utilisés autour de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est des vraies questions, enfin, c'est des vrais sujets intéressants à creuser. Et puis après, sur la création d'habitat, là, pour le coup, c'est vraiment mettre des bancs mellifères, donc en gros des fleurs autour de vos zones de production, des haies, des ruches, des refuges insectes, des nichoirs, etc. Et ça, aujourd'hui sur le marché, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une offre d'accompagnement là-dessus qui est assez importante. Donc, il y a pas mal d'associations qui peuvent vous accompagner là-dedans, venir faire des animations aussi. Moi, je l'ai beaucoup vu en entreprise et ça marche bien. C'est aussi un levier de sensibilisation en fait, des salariés, de dire voilà, on met une ruche sur l'entreprise et au-delà de qu'elle soit là et qu'elle ait un impact positif, on va aussi faire venir un apiculteur une fois par an, proposer aux salariés de se joindre à cette opération et du coup en profiter pour les sensibiliser à cette question de la biodiversité. Et là, du coup, effectivement, on avait un exemple avec l'entreprise Nutrition et Santé qui, depuis 2015, en fait, mène chaque année a mené chaque année en fait des opérations de plantation de haies avec des espèces locales au niveau de leur principal site de production au départ. Et puis aujourd'hui, ils le déploient vraiment sur l'ensemble de leur site pour créer de l'habitat effectivement sur le site. Ça, c'est une bonne logique de sensibilisation. Oui, ça a l'air très intéressant. Je reviens rapidement sur les variétés anciennes. Donc, il y avait une remarque de Lou qui nous disait que le Centre régional de ressources génétiques, le CRRG, travaille exclusivement sur des variétés anciennes et sur les débouchés. Donc, ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Et Mathilde qui nous disait que les variétés anciennes sont peut-être plus résistantes aux maladies. Est-ce que ça peut être un argument? Alors là, je ne suis pas assez experte pour répondre là-dessus. Peut-être même que Lou sera plus à même d'y répondre parce que je suis loin d'être naturaliste. Donc sur la résistance, en tout cas, moi, le sentiment, c'est que oui, il y a une certaine rusticité sur ces variétés. Néanmoins, c'est difficile je pense que c'est quand même difficile de l'amener comme un argument, quoi. Alors, je me permets, si c'est un argument assez fort à l'heure actuelle, dans le sens où les plantes qui ont été sélectionnées sont relativement fragiles et certaines n'arrivent plus à survivre sans les traitements. Sans un certain nombre de traitements phytosanitaires. Et c'est notamment suite à une discussion avec le directeur du CRRG qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire que là, il travaille sur effectivement des variétés anciennes qui arrivent à résister aux différents insectes prédateurs qui peuvent attaquer ces plantes et qui sont assez résistantes pour y survivre elles-mêmes sans avoir l'ajout de phytosanitaires, qui résistent mieux à la sécheresse, qui résistent mieux à un certain nombre de choses, sans qu'il y ait eu une sélection qui les fragilisait finalement dans les protections des prédateurs. Donc il y a une vraie question et en plus, face au changement climatique, il y a un vrai enjeu finalement de conserver cette variété génétique qui nous permet en fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec les mêmes variétés en fait finalement, parce que certaines variétés rustiques résistent à beaucoup de choses que les plantes actuelles n'arrivent pas à subvenir. C'est-à-dire il leur faut un entretien quasi quotidien. Il y a certains pommiers, par exemple, il leur faut les phytosanitaires, il leur faut un arrosage, il leur faut machin, alors que les pommiers rustiques n'ont pas besoin de ça. Donc, il y a une vraie résistance.
Donc, il y a un vrai intérêt. Et le CRRG, il faut s'en rapprocher, effectivement, pour les variétés anciennes. Ils ont des zones de démonstration et je crois qu'en plus, ils cultivent pour pouvoir diffuser sur le territoire. Donc, s'il y a des agriculteurs qui sont intéressés, rapprochez-vous du CRRG. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cet ajout. Et je vois Lou également la remarque sur les ruches et la concurrence que ça peut créer avec les pollinisateurs sauvages. Effectivement, je pense que c'est un point important. La ruche, ça a été un peu l'action phare qui a été menée par beaucoup d'entreprises au départ d'une démarche sur la biodiversité ou de démarche RSE. Effectivement, il y a pléthore d'autres actions qui peuvent avoir beaucoup plus d'impact et qui peuvent être menées. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous, dans les indicateurs, on a cet indicateur de labellisation des sites, parce qu'à travers ça, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment intéressant de vous faire accompagner en fait au niveau local. Parce que vous allez avoir des gens en face de vous qui sont des naturalistes, qui connaissent parfaitement l'écosystème, la biodiversité, la biodiversité locale aussi, et qui vont pouvoir vous accompagner avec des conseils très précis et pour éviter justement ce type de mauvaise concurrence ou de fausses bonnes idées, on va dire. Oui, merci, c'est important de le dire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps et bon, ça pose aussi d'autres questions malheureusement. Il y a une question qu'on a ratée aussi de Fruits Rouges et compagnie. Pour la couverture des sols en hiver, pour les productions qui doivent être renouvelées, quelle couverture pour les sols conseillez-vous? Alors là, c'est pareil, moi je vous présente ces indicateurs, mais je suis ni agronome, je ne suis pas agronome, donc je ne pourrais pas vous apporter les conseils techniques. Mais par contre, c'est des conseils que vous allez pouvoir trouver auprès de conseillers agricoles de type Grab, etc. quoi. Mais moi, je pourrais difficilement vous conseiller là-dessus, malheureusement. Et moi non plus, car je ne suis pas agronome non plus. Voilà. Ouais. C'est là la limite. En tout cas, c'est le principe qu'on veut que vous reteniez, c'est vraiment cette idée de ne pas laisser le sol à nu, et c'est quelque chose qu'idéalement, on ne devrait plus voir en bio, en tout cas, c'est ce qu'on considère, c'est qu'il faut vraiment introduire de la rotation et couvrir. Mais derrière, sur les complémentarités, etc., effectivement, il y a des connaissances à développer de ce côté-là. Et ma collègue Mathilde Zilinski partage le fait qu'il y a l'association Buan Hauts-de-France. Donc, il y a une association également implantée dans les Hauts-de-France qui, elle, travaille beaucoup plus sur l'amont de la filière. Donc, conseil notamment technique auprès des agriculteurs et agricultrices. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de se rapprocher d'eux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va prendre... Oui, vas-y, Mathilde. Non, c'était simplement pour dire que c'est tout l'intérêt en fait pour nous, Synabio, de travailler aussi avec l'amont et avec des représentants des filières agricoles pour que il n'y ait pas que les entreprises qui montent en compétence sur le sujet de la biodiversité. Il faut avant tout en fait que ce soit au niveau agricole qu'on retrouve plus d'opportunités de formation sur ces enjeux de biodiversité. Et donc c'est intéressant que à la fois les coopératives, les groupements de producteurs et toutes les associations bio aussi au niveau local puissent dispenser de la formation au niveau agricole sur ces questions. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, un peu plus peut-être pour revenir justement sur les indicateurs qui viennent d'être présentés par Mathilde ou sur le guide méthodologique? C'est le moment. Ok. Peut-être, Léa, je peux juste rappeler que donc, tout ce travail que je vous ai présenté, c'est quelque chose c'est un travail qui est très adapté aux filières françaises et européennes. On avait commencé par ce périmètre-là parce que ça nous paraissait être celui qui est le plus proche de nous et qu'on maîtrise le plus, entre guillemets. Depuis un an, donc depuis mai dernier, on a continué le boulot avec le groupe de travail pour construire des indicateurs et un nouveau guide spécifique aux filières exotiques. Donc ça, c'est un travail qu'on a publié hier, donc c'est vraiment tout récent.
mais qui du coup est un petit peu la même chose avec un décryptage des enjeux sur toutes les filières d'importation des pays du Sud. Donc avec des enjeux justement sur la question de la déforestation, sur la question de la préservation des sols dans ces pays-là qui est encore plus problématique, on va dire, que chez nous. La question de l'agroforesterie, de la formation des groupements de producteurs, etc. Et puis la question du prix aussi qui est assez centrale sur cette géographie-là. Donc, je vous invite, si vous, en tout cas, vous travaillez ce type de matière importée, cacao, café, enfin voilà, toutes les filières dites exotiques, je vous invite aussi à jeter un œil de ce côté-là parce qu'il y a clairement beaucoup d'enjeux en matière de biodiversité sur les importations. Est-ce que le guide est disponible en ligne comme le premier, j'imagine, depuis hier? Complètement. Il est ouvert à tous et libre. Donc, je vous ferai passer en plus des présentations. J'ai évoqué différents petits documents complémentaires. Donc, je te les ferai passer, Léa, et je te laisserai les. Volontiers, oui, je ferai un mail avec tous les documents récapitulatifs, etc. Et puis, je le diffuserai aussi auprès de nos adhérents. Merci beaucoup à toi. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions de la part de nos invités, on va dire, moi, je voulais vraiment vous remercier toutes les deux, Lou et Mathilde, pour vos présentations qui étaient très intéressantes, très claires. Et j'espère vraiment que ça permettra d'ouvrir un petit peu le débat, ou en tout cas, voilà, de donner des nouvelles idées aux entreprises de notre territoire en bio qui veulent s'emparer de ces enjeux. Qui, on l'a vu dans la présentation de Lou, sont quand même de plus en plus pressants. Donc, il est vraiment temps que la filière bio se positionne là-dessus et c'est une très bonne chose que, du coup, il y a aussi ces guides méthodologiques pour aider les entreprises dans cette démarche. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et de vous dire à bientôt. Et donc, on restera en contact par mail. Donc, moi, je vais envoyer toutes les ressources qui ont été évoquées aujourd'hui, les 2 présentations PowerPoint et puis aussi, voilà, quelques petits liens supplémentaires si vous êtes curieux et que vous avez envie de creuser un peu le sujet. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.